Bonjour à tous. Je vous propose de démarrer ce webinaire sur les certificats d'économie d'énergie. Pour toutes les questions, je vous invite à les poser via le chat et une fois que la présentation aura été terminée, nous reprendrons donc les questions dans le chat et nous vous y apporterons les réponses nécessaires. Pour des soucis de replay, le webinaire est enregistré. Si éventuellement nous n'avions pas le temps de tout traiter d'un point de vue question, nous vous apporterons des compléments de réponse au fur et à mesure. Et je vous propose donc d'introduire ce sujet et ensuite de laisser la parole aux intervenants que nous avons sollicités pour vous présenter les dispositifs de certificat d'économie d'énergie. Juste un petit rappel introductif. En 2020, le secteur des travaux publics a réalisé une mesure de son empreinte carbone. Donc, on estime aujourd'hui que la réalisation des infrastructures s'élève à 3,5% des émissions de carbone du pays, que leur usage représente quant à lui 50% des émissions carbone du pays, une fois de plus. Et on s'est fixé, le secteur s'est fixé pour s'inscrire pleinement dans la stratégie bas carbone, un objectif de réduction d'ici 2040 de 40% par rapport aux valeurs de 1990. Pour y parvenir, il existe de nombreux outils, notamment les certificats d'économie d'énergie, qui sont des dispositifs parfois mal connus. Et c'est le pourquoi de ce webinaire, l'idée étant de vous présenter le dispositif des certificats d'économie d'énergie et de vous permettre d'y apporter un éclairage si nécessaire. Du coup, je vais laisser la parole à Marc Gendron, le délégué général de l'AT, et à Sybille Briat, qui est chargé de mission également à l'AT, pour vous présenter ce dispositif et comment il fonctionne au niveau de notre pays. Merci donc Marie pour cette introduction et puis merci de me permettre d'intervenir aujourd'hui auprès de votre fédération. Je me présente, je suis Marc Gendron, je suis le délégué général du club certificat d'économie d'énergie à l'AT2E. Donc l'AT2E, c'est l'association technique énergie-environnement. C'est une association qui a été créée en 1978 au moment du choc pétrolier, création par EDF, Total et Gaz de France à l'époque. Donc l'idée de cette association, c'était de travailler sur l'efficacité énergétique au moment de la crise pétrolière de 1978. Donc cette association, depuis 1978, elle a pas mal évolué, elle a surtout beaucoup grossi. Maintenant, on est à peu près plus d'une vingtaine de permanents ou de détachés dans cette association. Et elle s'est structurée autour de clubs thématiques. Donc, on a un club certificat d'économie d'énergie, un club biogaz, un club power to gaz, un club stockage d'énergie, un club cogénération, pyrogazéification. Et j'ai donc le plaisir, moi, de piloter ce club certificat d'économie d'énergie. Ce club, en fait, il a trois missions. Il a une mission de communication le plus largement possible sur le dispositif C2E et expliquer le dispositif C2E. Ensuite, on a une deuxième mission qui est l'élaboration des fiches d'opérations standardisées. On a aujourd'hui un catalogue de fiches qui regroupe 216 fiches d'opérations standardisées. Hein, c'est le gros bouquin que vous voyez là. Alors, bien évidemment, c'est dématérialisé maintenant, mais il y a 216 fiches qui couvrent l'ensemble des secteurs, c'est-à-dire résidentiel, tertiaire, industrie, transport, agriculture et réseau. Donc ça, c'est le gros de notre travail. Donc on travaille pour cela, on travaille avec des experts qui viennent nous soumettre des idées ou qui connaissent les solutions à proposer dans le cadre du catalogue de fiches d'opérations standardisées. Et puis ensuite, on fait valider ça par l'ADEME, par les experts de l'ADEME et par la Direction Générale Énergie-Climat. Et la Direction Générale Énergie-Climat ensuite publie ces fiches d'opérations standardisées par arrêté ministériel. Donc on est vraiment interface entre les pouvoirs publics et les acteurs privés. Et puis, dernier point, dans nos missions,
c'est la réponse aux questions de nos adhérents. Aujourd'hui, j'ai 570 adhérents. J'ai quasiment la totalité des énergéticiens qui sont obligés au titre du dispositif C2E, plus ce qu'on appelle des délégataires, j'y reviendrai après, des mandataires et des sociétés qui proposent aujourd'hui ou pas encore des solutions ou des équipements éligibles ou pas encore éligibles au dispositif des certificats d'économie d'énergie et qui souhaitent, au travers de ce dispositif, quelque part promouvoir leurs solutions qui sont, dans tous les cas, des solutions efficaces sur le plan énergétique. Voilà. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, puisque le temps nous est compté, c'est cet agenda, de vous rappeler dans les grandes lignes le dispositif C2E, ensuite de vous expliquer comment on monte un dossier certificat d'économie d'énergie. Ensuite, on fera un zoom sur une fiche donc, qui est assez récente puisqu'elle a un an, qui est la TRA EQ122 Stop and Start pour engins automoteur non routiers neufs, qui peut vous intéresser, vous, en tant que société intervenant sur les travaux publics. Deux exemples de projets, puis quelques mises en perspective, puisqu'on a on a deux projets notamment qui pourraient aussi concerner votre profession. Voilà. Alors, le dispositif C2E en quelques mots. Ce dispositif, il est issu des accords de Kyoto de 95 et il a été introduit dans la loi française par la loi POP en 2005. Et il est lui-même issu de la directive européenne sur l'efficacité énergétique. La directive européenne sur l'efficacité énergétique, vous avez aujourd'hui deux articles essentiels, l'article 3 et l'article 7. L'article 3, il fixe des objectifs de baisse de consommation d'énergie, soit en énergie finale, soit en énergie primaire. Et l'article 7, il donne la possibilité aux États membres de mettre en place des dispositifs de type certificat blanc, qui sont en fait un dispositif où on incite des acteurs à mettre en place des actions d'efficacité énergétique. Et quelque part, on rémunère ces acteurs à mettre en place ces actions d'efficacité énergétique. Et donc, ces certificats d'économie d'énergie, ils viennent calculer des économies d'énergie finale sur un certain nombre d'opérations et ils concernent les secteurs à la fois résidentiels, tertiaires, petite industrie, agriculture, réseau et transport. Alors, le principe est assez simple. Tous les 3 ou 4 ans, l'État français, donc l'autorité administrative, donc pour nous, la Direction générale énergie-climat, va fixer des objectifs de baisse de consommation d'énergie aux énergéticiens. Sont concernés par le dispositif C2E les vendeurs d'électricité, de gaz, de fioul. Donc vous les avez à droite. Ce sont les acteurs que l'on appelle obligés. Ces acteurs, on les oblige à mettre en place des actions d'économie d'énergie chez leurs clients ou leurs prospects. Si au bout de la période, ils n'ont pas atteint les objectifs qui leur ont été fixés en matière de baisse de consommation d'énergie, ils se voient affecter une pénalité à hauteur de la quantité de C2E qui n'a pas été produite par rapport à leurs objectifs. Donc globalement, on part sur 3 ans, l'État va donner des objectifs globaux, va répartir ces objectifs globaux par énergie et ensuite va répartir ces objectifs par acteurs obligés en fonction de leur part de marché. Donc plus vous vendez de l'énergie en France, plus vous êtes obligé au titre du dispositif C2E, c'est-à-dire plus vous êtes obligé de construire et de produire des certificats d'économie d'énergie. Et si vous n'avez pas atteint votre cible de certificat d'économie d'énergie, donc qui est liée à votre part de marché à la fin de la période, vous payez une pénalité. Et c'est une pénalité qui est entre 15 ou 20 euros par mégawattheure QMAC de certificat d'économie d'énergie non produit. Donc pour des acteurs de type EDF, Total et Engie, qui sont les 3 plus gros obligés au titre du dispositif, ce sont des enjeux de plusieurs milliards d'euros qu'ils doivent traiter sur les 3-4 ans. Donc autant vous dire que les acteurs préfèrent, plutôt que de payer une pénalité, produire des certificats d'économie d'énergie.
Donc ces acteurs obligés, pour produire des certificats d'économie d'énergie, ils doivent prouver, et ça c'est un point qui est essentiel, qu'ils ont eu un rôle actif et incitatif auprès du consommateur final. C'est-à-dire qu'ils doivent prouver qu'ils ont bien convaincu un consommateur final de passer d'une solution peu performante sur le plan énergétique à une solution très performante sur le plan énergétique. Et dans 95% des cas, le rôle actif et incitatif est matérialisé par de l'argent qui est apporté au consommateur final, que l'on appelle le bénéficiaire. Donc ce bénéficiaire, il va investir dans une solution plus performante sur le plan énergétique et il va toucher une aide lui permettant de financer tout ou partie de son investissement. Donc ça, c'est la partie droite de mon schéma. Et vous voyez que sur la partie gauche, vous avez d'autres acteurs qui sont importants, qui sont les acteurs non obligés, dits les acteurs éligibles, qui sont en fait les collectivités territoriales, les communes, EPCI, syndicats d'énergie, départements, régions, l'ANA, des bailleurs sociaux et des sociétés d'économie mixte et SPL dont l'objet est l'efficacité énergétique. Ces acteurs, ils peuvent produire des C2E, mais ils ne sont pas obligés au titre du dispositif. C2E. C'est-à-dire qu'ils produisent des certificats d'économie d'énergie et ensuite, une fois que c'est produit, ils peuvent aller les vendre sur un marché d'échange des C2E. Et ils peuvent aller les vendre aux acteurs obligés en partie. Voilà. Et donc, vous créez de ce fait un marché papier du certificat d'économie d'énergie. Voilà. Ça, c'est le cadre global. Les C2E, ils sont comptabilisés en kilowattheure CUMAC. Alors, kilowattheure, on comprend, c'est bien une économie d'énergie finale. Et le CUMAC, c'est pour cumuler, actualiser, puisqu'en fait, quand on monte une opération, on va prendre par exemple, si vous remplacez une chaudière fuel par une pompe à chaleur, on va prendre la durée de vie de la pompe à chaleur, 15 ans. Et on va venir calculer les économies d'énergie de cette pompe à chaleur par rapport à la chaudière fuel. Et cette économie d'énergie, donc elle est calculée sur les 15 ans avec une actualisation, un taux de 4% par an qui prend en compte la perte de performance de la pompe à chaleur sur les 15 ans. Et donc ça nous donne un coefficient et donc ce coefficient multiplié par les kilowattheures d'économie nous donne un kilowattheure CUMAC. Les C2E, ils sont délivrés par le pôle national de la C2E, donc qui dépend de la Direction générale énergie-climat, donc du ministère de la Transition écologique. Et donc chaque obligé, chaque énergéticien dispose d'un compte dématérialisé dans lequel il va déposer ses certificats d'économie d'énergie. J'ai pas de délai, par contre, il note un truc. Il y a quelqu'un qui a laissé son micro. MCO. Merci. Voilà. Si vous pouvez éteindre votre micro, monsieur, merci. Donc, je parlais. Alors là, Marie, je ne sais pas si vous pouvez intervenir. Je fais la chasse. Sur le micro de la personne, oui. Merci. Donc, les C2E donc, sont délivrés par le pôle national. Donc, je disais que les énergéticiens, ils ont un compte sur une plateforme qui s'appelle EMI, E2MY. Sur cette plateforme, ils déposent leur C2E. Et donc, typiquement, à la fin de la période, l'administration va regarder quel est l'objectif de chacun des obligés et va regarder la production des obligés par rapport sur la période, donc le nombre de dossiers déposés. Et si le nombre de dossiers est au rendez-vous, on efface les volumes de C2E pour la période et on repart sur une nouvelle période. Donc, en gros, l'obtention des C2E, ça se matérialise bien par l'obtention de kilowattheure CUMAC sur un compte électronique, sur le registre. Et tout ça, c'est géré. Et au-delà de ça, sur le registre, donc, il y a la possibilité d'acheter et vendre des dispositifs C2E. Alors, à noter que sur certaines opérations, les certificats d'économie d'énergie sont bonifiés, notamment dans le cadre des contrats de performance énergétique. Alors, un obligé, si vous êtes un énergéticien, vous avez plusieurs manières de produire des C2E. D'abord, vous allez inciter des opérations d'économie d'énergie. Donc, vous allez apporter et accompagner des bénéficiaires pour les aider à investir dans des solutions plus performantes sur le plan énergétique. Donc, vous allez devoir prouver que vous avez eu votre rôle actif incitatif et vous allez remonter un certain nombre de pièces pour pouvoir déposer votre dossier.
Ensuite, la deuxième solution, c'est de contribuer financièrement à des programmes C2E. Bon, ça, je ne vais pas m'apesantir là-dessus. Peut-être qu'un programme que vous connaissez dans votre profession, c'est le programme Advenir, qui accompagne et qui finance des bornes de recharge de véhicules électriques, par exemple. Donc, le programme Advenir, il vient financer 50% des bornes de recharge de véhicules électriques. Et donc, quand un énergéticien il contribue à un programme, et qu'il met 5 euros par mégawatt, 5 euros dans le programme, pardon, il va toucher 1 mégawattheure CUMAC de certificat d'économie d'énergie. Donc il y a un système avec un coefficient de conversion qui permet aux obligés de produire du C2E en investissant dans des programmes. Ensuite, vous avez vous pouvez acheter donc des C2E sur le marché, j'en ai déjà parlé. Vous pouvez déléguer votre obligation, ce qui veut dire que dans le dispositif, vous avez des intermédiaires, donc qui sont des délégataires. Aujourd'hui, vous avez 32 délégataires, donc des entreprises spécialisées qui prennent une partie de l'obligation des obligés et qui, de ce fait, deviennent eux-mêmes obligés, puisque s'ils ne réalisent pas les volumes d'obligations de leurs délégants, c'est eux qui devront payer la pénalité si ils n'ont pas atteint leurs objectifs. Et puis, dernière solution, pardon, c'est de payer la pénalité. Voilà. Et puis, il y a une astuce, c'est pour ça qu'il y a 5 manières de produire des C2E, c'est que dans la première case citée des opérations d'économie d'énergie, soit vous faites appel à des opérations standardisées, donc les 216 fiches qui existent dans le catalogue de fiches d'opérations standardisées, soit vous montez ce que l'on appelle une opération spécifique. Donc, qui est une opération qui revient en fait à calculer des économies d'énergie et à prouver que ces économies d'énergie ont bien lieu avec un calcul de durée de vie et un calcul de situation de référence. Voilà. Mais je ne vais pas m'apesantir là-dessus parce que dans votre profession, c'est peut-être un peu plus compliqué à mettre en œuvre. Donc globalement, si vous prenez les volumes, on est à 90%, on va dire, de certificats d'économie d'énergie qui sont délivrés au travers d'opérations standardisées. Donc ces opérations, elles sont définies par arrêté et vous avez un forfait de C2E qui est calculé sur une base statistique. C'est-à-dire qu'on va prendre une situation de référence. La situation de référence, c'est généralement une situation marché. Donc, on va regarder ce qui se fait sur le marché. On va dire, voilà, la base des consommations aujourd'hui et des pratiques, c'est tant de kilowattheures CUMAC par mètre carré ou par kilomètre, kilomètre opéré. Ou, enfin, on fait en fonction des fiches d'opération standardisées, on adapte. Et donc, vous avez une situation de référence et ensuite, on vient calculer les économies d'énergie qui peuvent être générées et obtenues de manière moyennisée sur toute la France, sur l'ensemble des dispositifs existants pour chaque fiche d'opération standardisée. Donc l'objet, c'est bien de simplifier le dispositif, c'est-à-dire que ça nous donne un forfait, quelque part, qui est un forfait théorique, qui ne représente pas complètement la réalité, mais qui permet d'industrialiser la mise en œuvre d'économies d'énergie. Et puis après, donc, des opérations standardisées, donc là, avec des montants C2E qui sont propres à chaque opération. Donc là, on est bien lié à des opérations d'économie d'énergie. Et puis à côté de ça, vous avez donc les programmes C2E qui viennent valoriser de la formation-information, de l'innovation et des actions autour de la précarité énergétique. Ces programmes C2E étant à la main du ou de la ministre et permettant donc d'accompagner des politiques publiques. Juste quelques mots. Donc j'ai dit que le dispositif fonctionnait par période. Aujourd'hui, enfin au mois de juin, nous avons démarré une nouvelle période au 1er janvier 2022. Et donc il y avait une période qui s'est terminée là au 31/12/2021. Cette période avait démarré donc au 1er janvier 2018. Donc la quatrième période, elle était matérialisée par des volumes de certificats d'économie d'énergie, donc 2133 TWh CUMAC de certificats d'économie d'énergie, d'objectif global. Et alors je ne l'ai pas dit, vous avez une subtilité dans le dispositif, c'est que vous avez des certificats d'économie d'énergie
dits classiques et des certificats d'économie d'énergie qui valorisent les actions réalisées chez les précaires, donc chez les particuliers. Et donc, vous aviez 533 TWh CUMAC en précarité. Si on regarde dans le rétroviseur, cette quatrième période, elle a été atteinte dans ses objectifs et même dépassée, puisque en fait l'ensemble des obligés ont dépassé les objectifs de 400 TWh CUMAC. Donc vous avez aujourd'hui du stock qui va permettre aux acteurs de démarrer la cinquième période. Donc, si on regarde dans ce rétroviseur, la quatrième période, elle a été matérialisée par, en 2018, très peu de production, une difficulté des acteurs à produire leurs objectifs de C2E et des prix des certificats d'économie d'énergie de facto à la hausse. Hein, c'est un peu le dispositif C2E, c'est l'offre et la demande, puisque vous l'avez compris, vous avez un second marché. Ça veut dire qu'à un moment donné, vous allez avoir un échange entre de l'offre et de la demande. Et si les acteurs obligés produisent peu de C2E, bah, vous avez beaucoup de demandes en matière de C2E, et donc les prix des C2E vont avoir tendance à augmenter. Et donc, jusqu'en 2019, les prix ont augmenté. Ils sont passés quasiment de 2018, on devait être à 6 euros, 5-6 euros, à 9 euros, 9,50 euros. Et puis, depuis 2020-2021, la Direction générale énergie-climat a choisi de bonifier un certain nombre de fiches d'opérations standardisées et d'actions, ce qui a permis d'atteindre les objectifs, avec notamment des dispositifs de type coup de pouce, chauffage, coup de pouce isolation. Alors, coup de pouce isolation, ce qui est connu par tout le monde, c'est ce qu'on voyait en 2020-2021, c'est l'isolation à 1 euro. Ben voilà, c'était ça. C'est-à-dire qu'on permettait à des particuliers, pour 1 euro, d'isoler totalement leur comble. Et donc ça a permis de faire énormément de volume. Et donc, c'est une manière artificielle de produire quelque part des certificats d'économie d'énergie, mais ça a été le choix du gouvernement de bonifier ces actions. Donc les objectifs sont atteints. Et puis, bon, juste sur les opérations spécifiques, mais ça ne vous concerne pas, des opérations spécifiques qui sont aussi éligibles au dispositif C2E sur les installations EUETS. Et donc, on démarre cette cinquième période plutôt dans un élément de contexte où on a du stock, où les prix sont plutôt maintenant à la baisse. En prix des C2E, on est autour de 5,90 €, 5,80 € aujourd'hui. Donc, on est plutôt dans un trend à la baisse, sachant qu'il y a du stock. Néanmoins, donc l'obligation, elle est quand même, elle augmente, hein, puisqu'elle est à 2500 TWh CUMAC, donc 730 en précarité énergétique. Alors, ça peut sembler peu entre deux périodes, puisqu'on prend 17% d'augmentation à 2500 sur 2133. Alors ça, c'est en facial, sauf que la Direction générale énergie-climat a choisi d'arrêter de bonifier. Et donc, en réalité, c'est 35% d'efforts supplémentaires qu'il va falloir faire pour produire ces certificats d'économie d'énergie. Donc, probablement, on est dans une phase de baisse des prix aujourd'hui. À mon avis, ça va continuer jusque début 2023. Et puis, la production va devoir se relancer. Et donc, on devrait redémarrer, les prix devraient réaugmenter en 2023, 24, 25. Voilà. Alors, ce d'autant plus que il y a une évolution aussi de la directive européenne sur l'efficacité énergétique, et on va probablement demander aux États membres de faire un effort supplémentaire en matière de baisse de la consommation d'énergie. Aujourd'hui, on est sur le dispositif C2E répond à cette directive européenne à hauteur de 80%. Et on est sur des trends de moins 0,8% par an sur la base des consommations de 2010, et on devrait passer à moins 1,5%. Donc en gros, on double l'exigence en matière de baisse de consommation d'énergie. Et donc, qui dit doublement côté directive européenne, dit augmentation très forte de la pénalité, enfin de l'obligation C2E qui sera affectée aux énergéticiens.
Et puis, on se pose la question de savoir s'il n'y aura pas, à un moment donné, la prise en compte du carbone dans le dispositif C2E. Alors, c'est plus ou moins pris en compte, hein, puisque vous avez notamment des coups de pouce chauffage qui viennent bonifier le remplacement de chauffage fuel et chauffage gaz par des ENR. Mais je pense que c'est des choses qui vont se développer dans l'avenir. Voilà. Alors maintenant, si on regarde comment est-ce que l'on peut monter un dossier C2E. Alors, je vais faire un slide le plus simple possible. Donc en gros, les motivations des bénéficiaires, c'est quoi pour monter des dossiers C2E? C'est probablement, si vous êtes industriel, augmenter votre productivité, moderniser l'outil de production et surtout réduire ses consommations d'énergie. Donc avec les C2E, vous pouvez bénéficier d'une aide financière pour investir dans des équipements performants qui consomment moins d'énergie. C'est ça le sujet des dispositifs C2E. Les aides financières, elles sont quand même pas négligeables, puisque sur la 4e période, les énergéticiens ont mis sur la table pour faire vivre le dispositif entre 3 et 4 milliards d'euros par an. Donc vous voyez que c'est des sommes qui sont conséquentes sur l'ensemble des secteurs que je vous ai décrits. Donc les étapes de constitution d'un dossier. Donc la première étape, c'est bien évidemment d'analyser son projet et de vérifier qu'il est éligible au dispositif C2E. Alors pour ça, vous avez plusieurs sites internet que vous pouvez consulter. Vous pouvez consulter l'AT2E, donc atee.fr. Là, vous allez sur Club C2E et vous allez trouver toutes les fiches d'opérations standardisées qui existent sur les différents secteurs, classés par secteur d'activité. Vous pouvez trouver aussi ces fiches sur le site de la Direction Générale Énergie-Climat, donc vous tapez CEE-DGEC, et là encore, vous allez retrouver les fiches. Et puis, vous pouvez retrouver aussi ces fiches sur l'ADEME, sur le site de l'ADEME. Donc déjà, c'est de regarder votre projet. Ensuite, le deuxième point important, c'est de trouver un acteur pour vous accompagner. Donc vous avez compris, les premiers acteurs les plus concernés sont les énergéticiens. Si vous avez un énergéticien, vous achetez de l'énergie, bien évidemment, un énergéticien, déjà vous pouvez lui demander s'il accepterait, s'il peut vous accompagner au titre du dispositif C2E. Si ce n'est pas le cas, il faut contacter un délégataire. La liste des délégataires est présente sur le site du ministère, ou des acteurs qui sont fournisseurs de solutions, bureaux d'études ou mandataires, donc qui s'interfacent entre les énergéticiens délégataires et les bénéficiaires, qui se spécialisent dans le dispositif C2E et qui peuvent aussi vous accompagner. Alors, un fournisseur de solutions, ça peut être un fournisseur d'équipement, par exemple, qui a passé un contrat en amont avec un énergéticien et qui s'est entendu avec un énergéticien sur un accompagnement financier des bénéficiaires au titre du dispositif des certificats d'économie d'énergie. Et donc, qui va vous apporter une aide financière. Alors, ce qui est intéressant avec les fournisseurs de solutions, lorsqu'ils le font, c'est que vous avez le devis, donc avec montant TTC, moins la prime C2E, qui est retirée du montant TTC du devis. Et dans la facture, vous allez retrouver la même chose, c'est-à-dire qu'il va vous facturer le montant TTC de votre facture, moins la prime certificat d'économie d'énergie. Donc, vous n'avez pas d'avance de trésor, vous n'avez pas vous n'avez pas de CAPEX vous avez une action directement, effectivement, sur votre CAPEX. Ensuite, le 3, c'est de négocier le prix et les conditions de versement des C2E. Les certificats d'économie d'énergie appartiennent aux bénéficiaires, donc il en fait ce qu'il veut. Et donc, vous avez le droit de négocier avec l'énergéticien, le délégataire, le mandataire, le fournisseur de solutions sur comment vous allez valoriser les certificats d'économie d'énergie. Donc, vous pouvez négocier le prix par mégawattheure QMAC du certificat d'économie d'énergie. Alors, pour avoir une idée du prix, il faut aller sur le site d'EMI, E2MY, donc c'est www.emi.fr. Et là, vous avez les prix globaux des opérations du marché des C2E. Ces prix, ils sont globaux, ça veut dire que c'est le prix papier des certificats d'économie d'énergie. Ce sont des certificats d'économie d'énergie qui ont été validés par le pôle national C2E. Donc, en tant que bénéficiaire, vous n'allez pas toucher la même valeur que ce prix global, puisqu'en fait, ce prix comprend
la prime versée aux bénéficiaires, plus les coûts commerciaux, plus les coûts de traitement de dossiers, les coûts de contrôle des dossiers, et puis s'il y a des mandataires, des délégataires, les marges des intermédiaires. Donc mais ça vous donne une tendance du marché. Donc vous pouvez négocier le prix, vous pouvez négocier les conditions dans lesquelles vous allez, les acteurs vont vous accompagner. Est-ce que c'est eux qui font le dossier? Est-ce que c'est vous qui faites le dossier? Donc voilà. Et puis, dernier point, il faudra, une fois que vous avez fait ça, il faudra constituer un dossier en respectant les différents jalons que vous avez en dessous. Donc, en gros, l'acteur obligé, il doit absolument prouver son rôle actif et incitatif. Donc, sous la forme, s'il le traite en direct avec vous, un bénéficiaire, un énergéticien, il va passer un accord commercial. Il va vous dire, je vous accompagne au titre du dispositif C2E et à chaque fois que vous ferez une opération qui est éligible, je m'engage à vous financer X euros par mégawattheure CUMAC. Ce contrat, il peut être un contrat annuel, bisannuel, trisannuel. Voilà. Ou alors, il peut, ce rôle actif et incitatif, peut être monté au travers d'un mode indirect, c'est-à-dire que c'est un fournisseur, par exemple, de solutions, qui va passer un contrat avec un énergéticien. Donc, l'énergéticien va lui dire, voilà, au titre de mon rôle actif et incitatif, je t'apporte X euros par mégawattheure CUMAC à chaque fois que tu me remontes un dossier d'un de tes clients. Je te paierai une partie de la gestion administrative, c'est possible, c'est-à-dire par exemple sur je sais pas moi, 6 euros par mégawattheure CUMAC apporté par l'énergéticien au fournisseur de solutions. Le fournisseur de solutions, il peut prendre 0,5 euros au titre du montage de dossier de la gestion administrative et apporter 5,50 € aux bénéficiaires. Voilà, c'est des dispositifs de ce type-là qui se montent. Et donc, bien évidemment, ça, il faut que ça soit fait en amont et en amont de l'opération. Une fois que ça c'est fait, il y a ce qu'on appelle l'identification d'une date d'engagement de l'opération. C'est la signature du devis ou du bon de commande. Et dans les pièces qui sont demandées pour valoriser des C2E, donc on demande à l'énergéticien de prouver son rôle actif et incitatif, on lui demande d'identifier la date d'engagement de l'opération. Ensuite, vous allez faire les travaux, vous allez mettre en œuvre la solution. Et là, à la fin de la solution, on va vous demander, en tant que bénéficiaire, de signer une attestation sur l'honneur et de fournir la facture de votre équipement. Et dans certains cas, des fiches techniques d'équipement. Et ensuite, à partir de cette date, le demandeur de certificat d'économie d'énergie, c'est-à-dire l'énergéticien, le délégataire qui va déposer ses dossiers sur EMI, aura 1 an pour déposer le dossier. Voilà, dans les grandes lignes, comment se monte un dossier C2E. Alors, on a aujourd'hui une fiche qui peut vous intéresser et Sybille Brière, donc, qui travaille avec moi au club, va vous la présenter. Voilà. Merci Marc, bonjour à tous. Donc, Sybille Brière, chargée de mission au club C2E. J'ai le plaisir de travailler avec Marc et je travaille notamment du coup sur l'élaboration des fiches. Je te remercie, mais c'est réciproque, Sybille. Merci Marc. Sur la création des fiches standardisées, notamment dans le secteur du transport. Donc aujourd'hui, on voulait vous présenter la TREUQ 122, Stop and Start pour engins automoteur non routiers neufs. Donc c'est une fiche qui est assez récente, elle a été créée au 32e arrêté, à savoir que on travaille sur 2 arrêtés par an, avec des publications à mi-année et fin d'année. Donc cette fiche a été publiée en janvier 2020. On n'a pas de visibilité encore sur l'utilisation de cette fiche, parce que les statistiques existantes qui sont publiées sur le site du ministère vont jusqu'au premier semestre 2020. Donc il faudra attendre encore 2 ans sûrement pour voir l'utilisation et l'impact de la création de cette fiche. Donc là, sur cette slide, vous voyez la structure d'une fiche d'opération standardisée. Donc, chaque opération est codifiée donc, par un acronyme donc, transport. C'est une fiche équipement, on parle d'un dispositif Stop and Start et c'est la numéro 122. Alors tout d'abord, dans la fiche standardisée, on décrit le secteur d'application. Donc là, c'est une fiche qui s'applique aux engins automoteurs non routiers. Donc c'est des matériels automoteurs spécialement conçus pour le terrassement, le transport, la manutention
et ne servant pas normalement sur route ou transport de marchandises ou de personnes, et dont la liste figure ci-dessous. Donc là, il y a plusieurs exemples de engins éligibles pour disposer de cette solution. Donc ça, c'est le secteur de l'application. Ensuite, on décrit la dénomination de l'opération. Donc l'opération est le fait d'acheter ou de louer un engin automoteur non routier neuf équipé d'un système stop and start. Donc ce système, il est intéressant parce qu'il permet en fait d'étendre le moteur lorsque le véhicule est au ralenti. Voilà, je reviendrai après sur les économies d'énergie. Un troisième paragraphe sur les conditions pour la délivrance de certificats. Donc il y a plusieurs paramètres auxquels il faut répondre pour pouvoir bénéficier de cette opération. Ensuite, c'est dans l'attestation sur l'honneur que vous attestez avoir répondu à ces conditions. Donc là, la preuve de réalisation, qui est la facture, doit mentionner l'achat de cet équipement. Là, dans le cas d'une location, la durée du contrat doit être supérieure à 24 mois. Et le document justificatif, donc là, c'était la fiche technique dont parlait Marc dans les documents justificatifs, doit inclure la raison sociale du fabricant, la désignation de la machine, la marque CE, etc. Ensuite, donc, chaque fiche, chaque opération a une durée de vie. Donc, c'est ce que vous a dit Marc tout à l'heure, c'est le cumulé actualisé qui permet de calculer l'économie d'énergie sur la durée de vie de l'équipement. Donc là, la durée de vie de l'équipement est de 8 ans dans un système stop and start, ce qui a permis de calculer un montant en C2E, un montant en kilowattheure Qmac, donc une énergie économisée sur un an multipliée par la durée de vie qui est un peu en dessous de 8 ans. Donc une opération d'économie d'énergie générera 73 000 kWh Qmac par nombre d'engins concernés par cette opération. Alors, quelques chiffres pour vous donner un ordre d'idée. Le gisement estimé par la fiche, aujourd'hui, il a été identifié à 230 gigawattheures par an. Donc, le gisement, il est estimé sur le nombre de ventes en 2018 des engins autoroutiers. Donc, c'est quand même un bon gisement. Et pour vous donner un ordre de prix, alors les fabricants de ces systèmes stop and start avaient estimé des coûts à 6 000 € en moyenne pour un engin. Donc pour un prix du C2E à 5,5 € le mégawattheure Qmac, la prime C2E revient du coup à 5,5 fois 73 mégawattheure Qmac, c'est égal à 400 €. Et sur un investissement de 6 000, ça représente la prime C2E vient couvrir 6,7% de l'investissement total. À savoir qu'à cette aide financière sur l'achat de l'équipement, il y a un gain également sur la consommation en carburant économisé. Et ce gain en consommation a été estimé à 1 mètre cube. J'ai pris les derniers chiffres sur le site de la FNTP, qui était pour un prix du gazole à 0,8 € par litre, l'économie en carburant annuel est de 800 €. Ce qui fait un temps de retour sur investissement de 7 ans, à peu près. Voilà. Donc, les prix ont tendance à augmenter sur le prix du gazole, donc le temps de retour sur investissement diminuera. Donc voilà pour l'exemple de cette fiche TREC Q122. Alors, il existe d'autres fiches en transport. Aujourd'hui, en transport, je vous ai mis le lien sur le chat. Il existe une trentaine de fiches, dont la TREC Q119, qui est l'optimisation de la combustion et de la propreté des moteurs diesel. Il existe la TREC Q103, qui pourrait vous intéresser également, boîtier de télématique. Et d'autres fiches, par exemple la TREC Q113, des lubrifiants pour les transports de marchandises, voilà, des fiches sur les pneumatiques, sur les transports de marchandises également, enfin, d'autres fiches qui pourraient également vous intéresser. Et en fonction des fiches, les taux de couverture varient. Donc, il y a des fiches qui sont plus intéressantes que d'autres. Donc là, on vous a mis deux exemples de projets qui ont été réalisés. Donc la TREC Q119, pour un bénéficiaire qui fait du terrassement,
Le volume de C2E généré était de 27 MWh pour un coût total de 77 000 €. On voit que l'aide C2E est inférieure à 1% avec 176 €. Mais par contre, une fiche comme la TRAEQ 103, pareil pour des métiers de la construction, avec un volume de 1 GWh, un investissement beaucoup plus faible, l'aide C2E apportée est bien plus intéressante du fait que l'investissement soit plus faible. Donc voilà, ça dépend vraiment des opérations qui existent et bien évidemment, comme le disait Marc, en fonction aussi du prix du C2E qui évolue en fonction du marché. Globalement, ce que l'on voit, c'est sur les secteurs. Alors, le secteur du transport dont vous dépendez n'est pas le plus gros producteur de certificats d'économie d'énergie, mais sur des secteurs de type industrie, on a des taux de couverture entre 20, 30, voire supérieurs à 50%. Et donc là, bien évidemment, ça fonctionne très bien. On comprend bien que plus il y a des économies d'énergie à la clé, plus les actions peuvent être rémunérées en matière de volume C2E et potentiellement donc d'aide financière. Quelques mots sur perspective. En termes de perspective, aujourd'hui, on travaille quotidiennement sur des nouveaux projets, donc sur tous les secteurs. Et sur les secteurs qui pourraient vous intéresser, on a un groupe de travail qui est en train de se monter avec Eurobitume et Route de France sur la réduction de la température des enrobés tièdes, donc de la fabrication jusqu'à la pose de ces enrobés tièdes. Donc on est en train d'étudier l'élaboration d'une fiche d'opportunité. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que pour créer une fiche d'opération standardisée, on rédige tout d'abord une fiche d'opportunité qu'on soumet à l'ADEME pour instruction. Et si l'ADEME valide cette fiche d'opportunité, bien évidemment, nous, côté AT2E, on étudie la faisabilité du projet. Il faut que ça réponde à la législation et notamment au code de l'énergie. Il faut que ce projet puisse toucher beaucoup d'acteurs. Voilà, donc on soumet cette fiche d'opportunité à l'ADEME pour instruction. Et si l'ADEME nous valide ce projet, on passe au travail d'une fiche de calcul qui est bien plus complète pour la soumettre à la DGEC. Donc cette fiche réduction de température des fabrications des enrobés est à son tout début. Donc on a une réunion ce vendredi, je crois bien. Un deuxième projet... On a juste peut-être précisé qu'aujourd'hui, on s'autorise un peu tout sur cette fiche et notamment, on a compris qu'il y avait trois grandes technologies qui pouvaient nous permettre de mettre en œuvre ces enrobés, enfin baisser la température de ces enrobés routiers entre des adjuvants dès la fabrication, en passant par du moussage, etc. Donc là, on est en train de regarder tout ça. Et l'idée de la fiche, c'est d'être le plus global possible pour couvrir le maximum d'utilisation, sachant qu'on a compris que côté Eurobitume et Route de France, il y avait une volonté forte de pousser ces enrobés tièdes avec des objectifs assez ambitieux, puisqu'aujourd'hui on est à 20%, je crois, d'utilisation de ces enrobés tièdes, alors que dans certains pays européens, on est à 80%. Voilà. Donc il y a une volonté forte de développer ça, ces solutions. Oui, excuse-moi, je t'ai coupé. Non. Le dispositif permettrait d'impulser un peu le marché sur ces techniques, ces technologies qui sont aujourd'hui moins consommatrices d'énergie. Et on est en train de travailler également sur un deuxième projet qui traite de l'installation de dispositifs de substitution à l'utilisation des auxiliaires Power Unit, qui sont en fait des moteurs dans les avions, qui permettent de fournir l'électricité, de climatisation pour les repas, etc.
des avions au sol. Donc, l'idée, c'est vraiment de installer des bornes électriques pour pouvoir les brancher au moteur lorsque les avions sont au sol, pour pouvoir substituer l'énergie diesel à l'électricité. Donc là, sur ce sujet également, on travaille. Alors la difficulté du dispositif, c'est qu'on valorise seulement les économies d'énergie et pas les économies de carbone. Les économies d'énergie, elles sont calculées en énergie finale, mais lorsqu'il y a une substitution d'énergie, c'est-à-dire que, par exemple, dans ce cas, on passe du diesel à l'électricité, on calcule l'énergie en énergie primaire par rapport à la situation de référence, qui était du diesel. Et donc, parfois, les rendements des moteurs entre diesel et électrique ne sont pas tant différents que ça, et c'est pour ça que ça ne génère pas beaucoup d'économies d'énergie, mais ça génère des économies de carbone, mais le dispositif ne vient pas valoriser cela. Donc, on est en train de travailler également avec l'aéroport de Paris, de Aix-en-Provence également, sur une fiche qui viendrait valoriser ces installations électriques, enfin, ces électriques hautes sur les thermobacks. Donc, on a mis cette fiche, enfin cet exemple de travail, parce que ça peut aussi peut-être intéresser vos professions, alors pas à court terme, mais on a pu comprendre que un des enjeux de profession dans certains cas, c'était aussi de baisser la consommation de fuel, de travailler avec des équipements peut-être moins bruyants dans certaines zones, et que les engins électriques pourraient être une solution assez problématique. Mais que dans tous les cas, ça passerait par la problématique du raccordement électrique. Donc l'idée, c'est peut-être qu'à un moment donné, on puisse s'appuyer sur ce qui est fait ce côté aéroport pour voir s'il est possible ou pas de le dupliquer pour vos chantiers de BTP. Alors, ben non, puisque vous avez bien compris que l'obligé devait prouver qu'il avait eu un rôle actif et incitatif. Donc, il avait convaincu un acteur, un bénéficiaire, à passer d'une solution très performante, peu performante à une solution très performante. Donc là, je comprends que vous êtes déjà passé à l'acte. Donc, il n'y aura pas de rétroactivité possible. Par contre, nous, ça nous intéresse d'avoir votre retour sur cette mise en œuvre, puisque ça veut dire que vous avez probablement des données de consommation et d'économie, et j'espère que vous avez des économies derrière. Vous, en tant que maître d'ouvrage public, vous allez devoir passer une convention avec un obligé, avec un fournisseur d'énergie ou un délégataire, de manière à caler le rôle actif et incitatif. Ensuite, vous allez porter avec votre bénéficiaire le montage des dossiers C2E, et effectivement, vous avez la possibilité d'apporter une moins-value sur la facturation de votre client public. C'est la logique que j'expliquais précédemment, oui. Donc la demande, donc ça reprend toujours la même chose, c'est pour le matériel qui dispose de stop and start, ça veut dire qu'il faut il faut monter le dossier en amont, il faut contacter la première chose, c'est vraiment de contacter un obligé ou un délégataire pour qu'il vous aide à monter le dossier C2E et qu'il puisse prouver qu'il a eu le rôle actif et incitatif. Donc effectivement, il faut faire cette demande avant de signer le devis. Dans la plupart des fiches, en fait, les C2E valorisent les travaux de rénovation.
Et travaux de rénovation, c'est à entendre au sens des impôts. Donc ça valorise des travaux de rénovation qui ne sont pas des constructions nouvelles et qui n'entraînent pas de changement de consistance ou de changement d'affectation des locaux. Donc là, ce que j'entends, c'est que vous transformez un bâtiment industriel en bâtiment, alors, je sais pas, tertiaire par exemple, c'est ça? Pas tout à fait, c'était à DGC. En fait, c'était un bâtiment qui était utilisé pour de la logistique et des bureaux. Et nous, on va y remettre des bureaux et du stockage de machines, donc quelque chose qui ressemble quand même pas mal. Donc vous n'êtes pas dans un changement d'affectation? Non, pas. Alors, D'accord. c'est un point qu'il faudrait que je valide. Ça, c'est quand même un sujet à regarder. Ouais. Mais si c'est pas le cas, ça veut dire que vous allez faire des rénovations, donc sur un bâtiment qui est existant, bâtiment existant depuis 2 ans. Là, vous pouvez tout à fait valoriser les C2E. Oui. D'accord, mais c'est le changement d'affectation qui serait considéré comme de la construction neuve. Exactement. Et donc, pas au C2E. Exactement. Alors, les entreprises, si vous avez une activité de tertiaire, vous pouvez aussi, bien évidemment, avoir accédé aux fiches bâtiments. Vous avez des fiches BAT. C'est exactement le sujet qu'on vient d'aborder avec monsieur. Donc, vous pouvez aussi faire des opérations sur la rénovation de vos bâtiments, de vos bureaux, par exemple, ou de vos bâtiments de stockage, si vous en êtes propriétaire. Il y a également des fiches réseau qui pourraient être intéressantes à regarder. Quand vous dites obligation de résultat, c'est-à-dire que, par exemple, vous mettez en œuvre une fiche d'opération standardisée qui va définir des économies d'énergie. Et en fin de compte, les économies d'énergie ne sont pas au rendez-vous, c'est ça? C'est ça, oui. Ouais. Alors, ça, c'est exactement ce qu'a démontré une étude de l'ADEME en 2019, où globalement, l'ADEME disait qu'on on avait un décalage d'à peu près 45%. C'est-à-dire que les fiches d'opération standardisées, elles survalorisaient les économies d'énergie. Mais ce qui est normal quand on l'étudie sur quelques dossiers, puisque c'est statistique, donc vous allez avoir des dossiers, des sites qui vont consommer plus, d'autres moins, par rapport à la fiche d'opération standardisée. Et donc juridiquement, de toute manière, on ne vous demande pas, dans le dispositif des C2E, de prouver que vous avez bien atteint les économies d'énergie.